Et justement, plusieurs se posent la question ce matin, est-ce que le climat social dans lequel le Québec baigne a mené à la stigmatisation de la communauté musulmane de la province et indirectement peut-être à ce geste qui a été commis dimanche à la mosquée de Québec? Pour en parler, Rachad Antonius, professeur de sociologie à l'UQAM et spécialiste de la sociologie du Proche-Orient. Bonjour. Bonjour. Et Vincent Groux, journaliste aux réseaux sociaux à Radio-Canada, qui modère, entre autres, les commentaires. Bonjour, Vincent. Bonjour, Alain. Alors, donc, Monsieur Antonius, quand vous regardez ça, dans les journaux aussi ce matin, on parle des radios poubelles, on parle Facebook, il y a une caricature où on pointe Facebook, Twitter, les réseaux sociaux. Est-ce que, et dans un contexte de débat des fois parfois sensibles, qui peuvent stigmatiser d'une certaine façon des communautés, est-ce que ça joue un rôle? Mais absolument. Mais pas un rôle direct, il n'y a pas une relation directe de cause à effet d'un type d'écrit sur la violence, mais il y a un climat qu'on construit et il y a un climat de stigmatisation généralisée qu'il faut comprendre comment... Il faut comprendre comment on crée ce climat-là, ouais. Par quoi il se crée. Et ce climat légitimise un certain discours très hostile qui lui-même légitimise un discours plus directement haineux et qui mène à la violence. Donc il y a une série, une sorte de chaîne d'enchaînement où le discours devient de plus en plus radical et il amène à ça. Et il faut bien comprendre que les mécanismes de ce discours-là. Oui, mais il y a un individu à Québec donc qui prend les armes, qui décide d'aller donc assassiner des gens d'une communauté bien ciblée. C'est pas évident de faire un lien direct nécessairement. Des gens et on espère qu'il ne s'agisse que d'un geste isolé. Est-ce que écoutez, non, je pense qu'il faut pas minimiser la chose. C'est pas bon. Il est clair. Enfin, il semble clair pour le moment. Ça va peut-être changer les choses que cet individu ne faisait pas partie d'un groupe organisé qui a planifié cette action-là. Il n'y a pas de lien organique comme donc, ça. Dans ce cas précis, il semble, et je dis bien il semble, parce qu'il faut attendre les résultats de l'enquête, que l'action elle-même ne soit pas organisée. Mais il y a des groupes organisés qui promeuvent ce type de discours. Et ça joue. Et ça joue, bien sûr. Et il y a plusieurs éléments à l'échelle locale, nationale, internationale, qui viennent renforcer ce type de choses. D'abord, à l'échelle locale, il y a une certaine... On a comme légitimé de stigmatiser la communauté musulmane en mélangeant toutes sortes de choses et en faisant intervenir des images empruntées du contexte international des conflits et de la violence dans le Proche-Orient, en les faisant intervenir dans le débat actuel. C'est comme si ces images avaient contaminé le débat. Ça, c'est numéro un. Ensuite, il y a cette crainte, cette peur que l'immigration change l'identité nationale. Et cette peur a été exprimée de telle façon que ça a entraîné une sorte de méfiance généralisée, une stigmatisation, vous l'avez dit. Ouais. Et il y a des revues intéressantes, alternatives, comme Ababar, qui a intitulé un de ses dossiers « Stigmate Machine ». Donc vraiment, il y a une machine à stigmatiser qui s'est mise en place. Et tout ça, ça vient nourrir ce climat. Il y a évidemment le discours de Trump qui est venu s'ajouter, mais moi je voudrais, dans la conversation, qu'on remonte un tout petit peu en amont de ça. Qu'est-ce qui permet d'en arriver là? Oui, alors, à Québec, entre autres, on parle d'une ambiance... Un porte-parole de la communauté musulmane hier parlait d'une ambiance sournoise qui existe à Québec, en raison notamment des propos d'animateurs de certaines radios commerciales que certains qualifient à l'occasion de radio poubelle. Est-ce que ça peut jouer aussi? Bien sûr, ça joue, comme vous dites, pas de façon directe, mais en augmentant les probabilités que quelque chose de ce genre arrive, dans le sens où il devient comme légitime, il devient banal de se moquer de toute la communauté, de la critiquer, de les accuser de terrorisme, de les accuser de toutes sortes de choses. Et moi, j'avais écrit un texte il y a un peu plus de 10 ans que j'avais intitulé « Un racisme respectable » et j'avais mis « respectable » entre guillemets. Et ce qui se passe, c'est que il y a une certaine... On peut être ouvertement raciste envers des musulmans ou des arabes sans perdre sa respectabilité dans le climat actuel. Et je pense que ça, c'est très grave. C'est ça qui met un climat. Alors là, il faut être aussi prudent. C'est-à-dire, il faut pas supposer que un éditorial ou un écrit ou une chronique va nécessairement entraîner la violence. Je veux dire, il faut être quand même un peu subtil dans ça. Mais il y a un climat qui est mis et il faut être conscient de ce climat et comment ce climat crée de proche en proche
des lieux dans la société où l'appel à la violence devient possible. Ouais. Les réseaux sociaux sont de plus en plus importants. Vincent Groux, vous faites la modération des commentaires pour Radio-Canada. Ce qui est un peu étonnant, c'est de voir que depuis ces attentats, 14 plaintes pour propos haineux ont été recensées par le SPVM. Il y a même eu une arrestation la nuit dernière dans l'ouest de Montréal. C'est violent à ce point, Vincent? Oui, et il faut comprendre, Alain, que la modération, c'est seulement une partie de notre travail. Hein. On n'a pas les ressources pour effectuer une modération complète de tout ce qui se dit sur la page Radio-Canada Info. On a plus de 500 000 abonnés. Il y aurait facilement du travail pour 10 personnes à temps plein. Donc, on va vraiment cibler les publications qu'on considère le plus à risque de dérapage. Et évidemment, quand il y a des événements comme celui de dimanche, il y en a des dérapages. On en a constaté beaucoup. Est-ce qu'il y en a plus qu'à l'habitude? Vincent? Pardon, Alain? Ça va jusqu'où? Ça va jusqu'où? Écoutez, je sais pas si j'ai envie de relayer des commentaires, mais des trucs comme ils auraient dû en tuer plus, par exemple, des gens qui applaudissent, des gens qui vont féliciter, des trucs épouvantables. Il y a aussi énormément de commentaires très civilisés, mais il y a aussi ça dérape dans les insultes. Souvent, les gens vont se mettre à s'invectiver entre eux, et là, on va intervenir, on va carrément fermer ces commentaires-là. L'idéal, ce serait que Facebook nous permette carrément de fermer les tribunes de commentaires. Ça réglerait vraiment une partie de notre travail, ça empêcherait beaucoup de dérapages. Mais en même temps, il faut comprendre que le modèle d'affaires de Facebook est précisément basé sur le fait que les gens commentent, que les gens partagent du matériel. En fait. Donc, Facebook n'a pas intérêt à fermer les commentaires. Est-ce que c'est de pire en pire? Difficile à dire, Alain. C'est des vagues. Et ça va vraiment dépendre du sujet. Donc, on garde pas les statistiques des commentaires. On garde quand même une page des utilisateurs qu'on bannit pour un petit peu se protéger. Si des gens se plaignent, se disent pourquoi est-ce que j'ai été banni, regardez, vous avez fait tel commentaire, c'est contraire à l'étiquette. Mais dire que ça augmente de façon constante, on n'a pas les statistiques qui nous permettent de le dire à l'appui. Ce qui est troublant, c'est qu'un événement comme celui-là arrive, c'est comme si ça stimule les gens qui tiennent des propos violents, complètement déplacés, M. Antonius. Oui, mais moi, oui, vous avez raison là-dessus, mais je ne sais pas comment, il n'y a pas beaucoup de temps. Je voudrais juste prendre le temps pour monter un tout petit peu en amont de la production de ce type de discours. Rapidement. Je pense qu'il faut remettre en question la façon dont on fait le débat public, qui participe. Je pense que dans le milieu culturel et médiatique, on est toujours relativement très fermé à l'apport de la diversité culturelle, ethnique, religieuse. Et je pense qu'il y a un travail à faire là si on veut que le débat change. Oui. Vincent? Oui, tout à fait. Je crois, en fait, aussi, ce qui est difficile, c'est quand il y a beaucoup d'incompréhension, en fait. Souvent, les gens vont mal interpréter ce que les autres disent, et c'est là que la foire d'empoigne commence. Ouais. Le problème aussi, c'est que toute cette limite, cette ligne très mince entre le dérapage et la liberté d'expression. Il y a beaucoup de gens qui savent très bien jouer avec la netiquette et faire des commentaires dans lesquels on sent beaucoup de sous-texte, mais qui ne transgressent pas directement la netiquette aussi. Vincent Groux, journaliste donc aux réseaux sociaux à Radio-Canada, qui en a plein les bras pour modérer souvent les débats à la suite d'un événement comme celui-là. Rachad Antonius, professeur de sociologie à l'UQAM, merci de nous en avoir parlé ce matin. Merci. Bonne journée. Louis-Philippe Lampron est professeur en droit et liberté de la personne à l'Université Laval. Bonjour, Monsieur Lampron. Bonjour, M. Bernatchez. Est-ce qu'il est bien encadré, le discours haineux au Québec? Il est bien encadré au sens où il fait l'objet actuellement d'une disposition pour les lois qui sont applicables sur le territoire du Québec. Il fait l'objet d'une disposition dans le code criminel. Donc, on peut être passible de poursuite si le procureur général juge que des propos respectent les critères qui ont été établis par la Cour suprême du Canada. Et ce sont des critères qui sont extrêmement difficiles à respecter au sens où il faut qu'on s'approche d'une menace de violence envers les membres d'un groupe en particulier. Autrement dit, un peu difficile à appliquer, ou exigeant en tout cas à appliquer. Oui, extrêmement difficile à appliquer. Et je vous avouerai, j'entendais le ministre Blais qui faisait référence au projet de loi 63 où on avait voulu faciliter les recours, notamment intégrer à l'intérieur de la Charte québécoise des dispositions qui auraient permis à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse d'enquêter. Il faut savoir que quand on parle de propagande haineuse, on parle de propos qui concernent des groupes comme tels, donc des propos racistes, des propos sexistes, des propos islamophobes, par exemple. Et donc, la ligne qui a été tracée, c'est une ligne qui est résolument en faveur de
la liberté d'expression. Vous les consultez, les médias sociaux, M. Lampron, là, Oui. vous regardez, vous entendez des propos un peu partout, à gauche et à droite aussi. On a l'impression, puis il y a les médias sociaux, je ne vais pas cibler que ça, mais que tout le monde, au fond, est pour la vertu. Personne ne veut prendre la responsabilité, puis n'a à prendre la responsabilité de ce qu'un individu a fait. Mais dans le contexte global et général d'islamophobie dont on parle encore plus aujourd'hui, mais dont on parle depuis un certain temps, dont les communautés musulmanes nous parlent aussi et se disent être victimes de ces propos haineux. On a l'impression un peu que personne n'est responsable, mais que c'est devenu une situation globalement, j'allais dire acceptable, ou en tout cas présente, qui fait partie de notre réalité maintenant. Absolument. Puis quand on regarde les réseaux sociaux, surtout dans la foulée justement des événements épouvantables d'il y a 2 jours, les attentats de Québec, il y a des propos qui sont proprement répugnants, il y a des propos qui sont proprement qui font ça fait du mal à lire, hein, mais moi j'ai l'impression que la responsabilité dont vous parlez, la solution n'est pas juridique en fait. On va vraiment passer par l'éducation, nécessairement par une responsabilisation puis la création d'un contre-discours. C'est-à-dire que ce qu'on voit en ce moment-là, et quand le ministre Blais parlait tout à l'heure là, de responsabilité quand on utilise la liberté d'expression, moi j'irais plus loin. Les politiciens et les journalistes, les leaders d'opinion, les chroniqueurs, ils ont une responsabilité de ne pas tomber dans l'amalgame et dans le préjugé à l'égard justement des musulmans. Et c'est à ça qu'on assiste trop souvent. Puis dans les médias sociaux, c'est exactement ce à quoi on doit s'attaquer. Mais je pense que l'approche répressive n'est pas la bonne. C'est pas en poursuivant des gens qui laissent aller leur côté raciste qu'on va être capable de corriger la situation. En fait, il faut démonter le préjugé puis expliquer en quoi est-ce qu'un musulman, c'est pas un terroriste. Hein? L'islam et l'islamisme, c'est des choses qui sont complètement différentes et que les musulmans, dans l'écrasante majorité, ont aucun mal à s'intégrer à la société. Est-ce qu'on a fait un glissement au fil du temps entre notre peur du terrorisme et la défense de nos valeurs et de notre identité? Complètement. C'est très malheureux par ailleurs. On peut remonter, en fait, moi, l'événement traumatique auquel je remonte, là, c'est 2001 avec les attentats et les attentats terroristes, là, et les groupes qui se réclament de l'islam, en fait, qui instrumentalisent cette religion-là. Et le problème, en fait, c'est que l'islam, comme c'est une religion qui est très minoritaire sur le territoire de tous les pays occidentaux ou à peu près, nécessairement, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas cette religion-là. Et donc, cette religion-là fait peur pour des personnes qui ne la connaissent pas. Le lien, il est facile à faire entre des terroristes qui se réclament de l'islam et un musulman, en fait, qui n'a rien à voir avec ces groupes radicaux-là. Alors, c'est pour ça que la responsabilité des politiciens et des personnes informées, c'est de rappeler, de marteler le fait que l'islam et l'islamisme, l'islam n'est pas une religion radicale en elle-même, en fait. Et de l'autre côté, il ne faut pas tomber dans l'effet pervers qui viendrait avec un discours trop fort fondé sur justement l'islamophobie en général. La critique de l'islam, la critique de toutes les religions, ça fait partie de la liberté d'expression. Il faut qu'on soit capable de le faire sans crainte d'être poursuivi ou encore sans crainte de subir des représailles. Et il faut être capable de le faire en allant au-delà des préjugés, en restant dans les faits. C'est ça qui est difficile, au fond, là. Bien, complètement. C'est-à-dire que de s'en prendre à une pratique en particulier qui est surminoritaire, il faut le faire avec la nuance qui s'impose et ne jamais tomber dans le préjugé et l'amalgame. Moi, à partir du moment où, je sais pas, moi, par exemple, je m'en prends à la religion, on va prendre un exemple tiré de la religion catholique et la place que les homosexuels dans le dogme catholique, puis une certaine interprétation qu'on peut en avoir, je la trouve proprement inacceptable, je la trouve arriérée un petit peu. Mais maintenant, ça, c'est un élément du dogme. Si jamais je franchis le pont, puis que je dis que tous les catholiques sont des homophobes, là, évidemment, c'est là où je tombe dans le préjugé, puis je tombe dans le stéréotype. C'est exactement la même chose qui se passe avec l'amalgame qu'on va faire entre l'islamisme, le radicalisme, et l'islam, les musulmans. Merci, M. Lampron. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Louis-Philippe Lampron, le professeur en droit et liberté de la personne à l'Université Laval. Commentaires, réactions, première heure @radio-canada.ca, page Facebook, un peu partout aussi. J'en ai lu plusieurs des commentaires désolants aussi. Dans la peine, dans la douleur, dans le doigt qu'on pointe à gauche et à droite. Il y a malheureusement, comme le disait M. Lampron, des commentaires qui sont répugnants à lire. Je ne sais pas comment on s'en sortira, puis comment on arrivera par l'éducation, par le débat juste et équilibré, à passer par-dessus
ces préjugés qui se sont installés en nous, la peur qui est présente, qui est grande, qui est peut-être naturelle et normale avec tout ce qu'on entend, avec tout ce qu'on diffuse également à partir du moment où un attentat terroriste est perpétré aussi. On tombe rapidement dans les inquiétudes, dans la peur, et les faits sont malheureusement trop souvent écartés. J'espère qu'on y arrivera. J'espère en tout cas qu'on pourra en débattre et en discuter.